France Maghreb 2. Programme dans ce grand forum jusqu'à 18h, la question du jour. Christophe Détinger condamné à 30 mois de prison dont 18 avec sursis. La peine prononcée par la justice est-elle proportionnée? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Nous en parlerons avec vous dans un instant et avec Razik Metiche, Yasser Louati et aussi Philippe Bouriachi. La gestion de la frontière Menton-Vintimille. Une honte, c'est l'avis tranché que nous proposera tout à l'heure en discussion par la suite Razik Metiche. Organisation religieuse et communauté musulmane, chronique d'une arnaque permanente. Autre avis tranché, celui cette fois-ci de Yasser Louati, et on pourra en discuter avec vous sans oublier en fin d'émission le zapping. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct, bien sûr, avec nos invités qui sont nombreux aujourd'hui dans un instant, bien entendu. Mais juste avant, nous allons partir faire un petit tour du côté du Mali, où l'équipe de l'association Muslim Hands sont partis pour inaugurer une école de l'excellence du côté de Bamako. Et sur place, DJ Nabil. Bonjour à tous, donc on est en direct ici même du côté du Mali, voilà, pour France Maghreb 2, en collaboration et en partenariat avec Muslim Hands. À l'heure actuelle, je me retrouve avec le parrain de cet événement humanitaire, Monsieur Mokobé, donc artiste bien sûr, chanteur du 113, qui va nous parler un peu, qui va résumer un peu ce qui se passe ici en Mali et le besoin que les enfants ont besoin ici même au Mali. Donc Mokobé, tout d'abord, bonjour. Bonjour et merci pour cette tribune. Merci à vous à France Maghreb. Donc on est ici, Inch'Allah, vraiment avec tout un groupe. La plupart ne sont jamais venus ici au Mali. Donc on est venu pour la construction des écoles et une mosquée, de voir un peu les conditions aussi des enfants. La plupart sont orphelins. De voir un peu ce dont ils ont besoin, de mettre aussi la main à la pâte et d'avancer aussi au niveau des travaux et aussi apporter beaucoup d'espoir et aussi de sourire, de pouvoir vraiment passer du temps avec eux. En tout cas, voilà, nous sommes très contents, très ravis. Tout se passe bien avec Muslim Hands. Inch'Allah, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous allez prendre conscience que, voilà, malheureusement, on n'emporte rien dans notre tombe et qu'on n'emportera que nos bonnes ou nos mauvaises actions. Donc, si on peut faire des bonnes actions, c'est important de le faire. Donc on compte sur vous, on compte sur votre générosité ou votre partage en tout cas, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas et merci à toi DJ Nabil et merci à France Maghreb. On est ensemble. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci beaucoup Mr Mokobé, comme je l'ai dit, artiste et qui se donne un fond ici avec les enfants du Mali. Donc voilà, pour l'heure, on a aussi le représentant du Muslim Hands Mali, Fodé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de discuter et de partager des choses avec lui. Il va nous dire un peu voilà ce qu'il faut exactement, ce qui se passe ici en résumé. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un bouton sur le site internet muslimhands.fr. Fodé, bonjour. Didier Navi, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Dieu merci, alhamdulillah. Nous sommes là ce matin pour finaliser les travaux de construction, afin que nous procédions le samedi, Inch'Allah, à l'inauguration officielle de cette école. Cette école qui est en chantier depuis 2014, mais grâce aux dons des généreux donatifs et donateurs de la France, l'école, alhamdulillah, est en phase finale. Nous allons finaliser et procéder à l'ouverture. Actuellement, nous avons 103 orphelins qui étudient dans cette école. Mais Inch'Allah, on espère bien que l'année académique prochaine, nous allons enregistrer beaucoup plus d'enfants, car maintenant tout est bon, les classes sont spacieuses, et il y a les tables bancs et autres. Donc vraiment, nous vous remercions une fois de plus. Restez connectés à Muslim Hands pour vos dons, pour aider les enfants démunis, les enfants en situation difficile. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Jazakallah khair. Merci Fodé, merci. Donc n'hésitez pas, muslimhands.fr, auditeur, si vous nous écoutez. Voilà, c'est très très important ici. Bon voilà, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'émotions. Et si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le Facebook France Maghreb 2. Et j'ai eu l'occasion de filmer et de vous montrer un peu ce qui se passe ici. Donc voilà, il y a la réalité, elle est là. Nous, on a de la chance de vivre dans les meilleures conditions. Ici, c'est pas tout à fait le cas.
Donc je compte sur vous pour vos dons. Voilà, n'hésitez surtout pas. En tout cas, mille merci à toi Christophe, mille merci à toute l'équipe de France Maghreb 2 encore une fois. Je vous remercie, puis je vous dis peut-être à la prochaine, Inch'Allah. Merci encore. Et au plaisir. Merci DJ Nabil, donc depuis le Mali où il fait 40 degrés du côté de Bamako aujourd'hui, m'a-t-il dit tout à l'heure. DJ Nabil donc pour parler de cette association Muslim Hands qui donc est partie inaugurer une école de l'excellence pour des enfants à Bamako au Mali. Bienvenue à tous, bonjour, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, nous sommes jeudi et le jeudi c'est Louati. Comment il va, monsieur Louati? Très bien, et toi, Christophe? Monsieur Yasser Louati, t'es bien entouré aujourd'hui. Une super équipe. Ouais, une super équipe. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Philippe Bouryachi, comment ça va, notre écolo? Bah, ça va super, merci. Ouais, parce que les gars, il est écolo, lui, hein. Faites gaffe, hein. Pas de conneries sur l'écologie, hein. Monsieur Razik Métiche, le plus marseillais des Marseillais. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Non, c'est quoi, Nodonisien? Je suis pas parisien, je suis du 93, je suis très attaché à mon département. Très très attaché. Oui, Il n'y a pas d'arrondissement 93 vous sur avez Paris. pas oublié quelque chose, les gars? Non, je sais pas. Quoi donc, de féliciter les Parisiens? On attend le match retour, Puis on attend surtout que vous passiez l'écart. Déjà, là, si vous passez l'écart, ça va devenir sérieux. Pourquoi vous êtes rageux comme ça? Non, aucune rage, non, vraiment, je vais être objectif. Vous avez fait une très grosse prestation à Old Trafford. Faut replacer Old Trafford. Old Trafford, c'est le théâtre des rêves comme il est dénommé. C'est un stade où il y a eu des légendes comme Cantona, comme Pogba actuellement. Enfin voilà, c'est un stade qui jouera pas le retour d'ailleurs. Qui jouera pas le retour, ça aussi c'est ouais. Enfin on a un arbitrage ce jour-là qui a été scandaleux. Expulser, enfin mettre un deuxième carton jaune sur Pogba sur un tac comme ça où on peut soit siffler faute ou soit pour lui ou soit contre lui, lui mettre le deuxième carton jaune, c'est scandaleux. Surtout que Pogba allait revenir au Parc des Princes pour le gamin des Ulysses qu'il est. Ça aurait été une belle une belle parenthèse. Mais après oui, pour revenir au sport, Paris Saint-Germain a fait une très grosse prestation et ce qui change, on l'a bien vu je pense sur les huitièmes de finale, c'est que vous avez un coach enfin Tuchel est en train de surperformer. Enfin c'est le pressing tout terrain qu'ils ont mis en place, la manière de gérer tactiquement, techniquement Pogba, le milieu de terrain, ça a été une démonstration signée Thomas Tuchel. Et je suis Marseillais, je le dis tranquillement. Oui, Métige, quand tu le lances sur le foot, ça y est, c'est fini. Ouais, je suis intéressable, c'est une de mes passions. Est-ce qu'on peut saluer quand même la performance extraordinaire de Karim Benzema? Ah oui. Ça a été, ça passe un peu sous silence. En gros, en Ligue des Champions, vous avez les deux monstres que sont Ronaldo et Messi. Vous avez la légende qui est Raoul, qui a été pendant plus de 15 ans à la tête du Real de Madrid. Et juste derrière, c'est Karim Benzema. C'est le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de Ligue des Champions. Et on nous parle encore de Giroud. Enfin voilà, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, j'invite pour ceux et celles qui ont peut-être pas écouté l'interview de son ex-agent, que tu connais, Razik, Karim. C'est Nati. Non, pas Zenati. Non. Je sais plus son nom. Oui. Et qui a déclaré en fait que à l'époque Didier Deschamps, le sélectionneur, avait promis à Karim de le prendre pour l'Euro 2016. Absolument. Il lui avait dit j'ai besoin de toi, tu es le meilleur attaquant, etc. Et il y a eu cette fameuse déclaration de Manuel Valls, vous vous en souvenez, en 2015, qui avait déclaré que Benzema ne mérite pas de jouer en équipe de France. Peu de temps après, le président de la Fédé a appelé les fameuses pressions politiques Karim qu'on a toujours en lui disant rappelle Didier. Il a rappelé Didier et Didier lui a dit je suis désolé, je vais pas pouvoir. Et Karim a compris tout de suite. Il lui a dit bonne chance et à bientôt. Mais on est bien d'accord. On parle de Manuel Valls qui a défilé avec l'extrême droite, qui est aujourd'hui espagnol, qui parle français. C'est bien ça. Manuel Valls. C'est bien lui. En tout cas, voilà, Blancos, exactement. Il a défilé avec l'extrême droite. Plus rien ne nous étonne. Hein, non, plus rien ne nous étonne. Je l'avais comparé moi à un moment. Je pèse mes mots tranquillement avec le parcours d'un certain Pierre Laval. En fait, Pierre Laval qui avait commencé à gauche et qui avait malheureusement fini comme étant l'un des plus collaborationnistes même. Comparaison n'est pas raison, mais Manuel Valls qui a grandi à gauche, qui a fait ses classes à gauche, aujourd'hui se trouve à la droite de l'échiquier espagnol. Donc sa carrière n'est pas encore terminée. J'espère juste qu'il prendra sa retraite. Parce que là, ça tourne à la Bérésina, ce personnage. Et il a pourri le débat politique français. On pense à toutes les thématiques qui ont été mises en lumière lorsqu'il était Premier ministre. Il a empêché Karim Benzema, clairement, la balle a été tirée du pistolet de Manuel Valls pour l'exclure de l'équipe de France. Il a causé du dégât. Aujourd'hui, on est encore dans les thématiques. Lorsqu'on parle, par exemple, de la déchéance de nationalité, c'est signé Manuel Valls. Voilà, c'est quelqu'un qui a pourri le débat politique français, qui est en train de pourrir le débat politique espagnol, qu'il le mette à la retraite et le débat s'en portera d'autant mieux. Tu partages, Philippe, hein?
Pas sur la première partie parce que le foot, je suis vraiment. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais sur l'autre partie. Alors, sur l'autre partie, mais c'est le bien, monsieur 4%. Mais le monsieur 4%. Mais je tiens à signaler que les membres qui composaient sa majorité, personne ne l'a arrêté dans sa folie. Absolument. D'accord. Même les frondeurs à l'époque qui disaient c'est pas possible, on peut pas accepter. Ils s'abstenaient, ils votaient pas contre et ils ne sont pas sortis pour autant. Donc, d'accord pour l'analyse sur Manuel Valls, mais il est pas tout seul au banc des accusés, sauf que les autres ne sont pas là. Effectivement. Bon, alors, messieurs, il y a notre ami Mehdi Chebaiki qui doit être quelque part aussi, qu'on va saluer, notre Lyonnais. Oui. Personne n'est parfait, qui est là, donc qui est venu nous rendre une petite visite. Voilà, on le saluera tout à l'heure. Bien entendu, on va parler d'une condamnation puisque c'est tombé hier soir. On parlait de sport, de foot. Là, on va parler d'un ex-boxeur professionnel, Monsieur Christophe Détinger. Devant les portes de la salle d'audience, il y avait beaucoup de monde cet après-midi. Des curieux ou des proches de Christophe Détinger. L'ancien boxeur, jugé pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce geste, je le regrette, je n'aurais jamais dû taper, j'aurais dû juste pousser. Toutes les nuits, je me le dis, quelle image je vais donner aujourd'hui à mes enfants. Il fait partie du mouvement et que ça reste un citoyen et qu'en tant que citoyen, on a le droit de venir soutenir un autre citoyen, tout simplement. La justice fera son travail, c'est pas moi le juge, mais je lui apporte mon cœur, à lui et à sa famille. Dans le procès de l'ancien boxeur Christophe Détinger, qui comparaît pour avoir frappé 2 gendarmes lors d'une manifestation de Gilets jaunes, 2 ans de prison ferme viennent d'être requis. Voilà, 2 ans de... Voilà, donc la condamnation est tombée hier, bien entendu, vous l'avez compris. Condamnation pour Christophe Détinger. Du coup, la question aujourd'hui, Christophe Détinger condamné à 30 mois de prison, dont 18 avec sursis. La peine prononcée par la justice est-elle proportionnée? C'est la question que l'on pose aujourd'hui. Alors tout le monde semblait content, y compris donc l'intéressé, sa famille, et on s'attendait peut-être à des réactions un peu houleuses de la part des syndicats de police. Il n'en est rien. Tout le monde a l'air satisfait. Justice a été rendue d'un côté et le pire a été évité de l'autre. Est-ce que c'est un jugement proportionné, mon cher Razik? Oui, je trouve. Là pour le coup, il s'en tire bien, quoi. Il s'en tire bien. Enfin, à la fois il y a une condamnation parce que ça aurait été vraiment pas entendable de la part des policiers qu'il n'y ait pas de condamnation, qui ne relaxe pure et simple. Et à la fois, cette condamnation va lui permettre très rapidement de se réinsérer dans la société, de marquer le coup, pour le coup, poursuivre un petit peu toutes les affaires de violence policière ou de l'autre côté, ou d'outrage à agent. La justice a souvent une tendance à aller parfois même au-delà des réquisitions du parquet. C'est pas rare qu'elle aille au-delà des réquisitions du parquet. C'est pas rare que justement, parfois, pour outrage à agent, ou parfois il n'y a pas grand-chose, à vrai dire, dans les dossiers, des personnes prennent des 6 mois, 12 mois fermes. Lorsqu'on prend en comparaison, je vais penser aux frères d'Adama Traoré, lorsqu'on prend les différents frères d'Adama Traoré, les différentes affaires pour lesquelles ils devront répondre, et lorsqu'on sait qu'ils sont passés en mandat de dépôt, certains depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, on peut voir que le jugement a été proportionné, sachant que justement il est en mandat de dépôt, sachant aussi qu'il s'est rendu, sachant qu'il a demandé à ne pas être jugé en comparution immédiate pour laisser un petit peu le souffle retomber et ne pas être jugé à chaud. Ça c'est bien vu, ça. Bien sûr, ça a été conseillé par beaucoup de gilets jaunes ont demandé à être placés en mandat de dépôt, à laisser passer un petit peu le souffle chaud de l'actualité pour être jugé une fois que l'atmosphère était un petit peu retombée. Donc oui, malheureusement, il va dormir en prison, mais il faut rappeler que que sur les 12 mois de condamnation ferme, il sera en régime de semi-liberté. Ça veut dire que concrètement, la journée il sera dehors, il rentrera à 18h à la prison. Donc, et on risque d'avoir un aménagement de peine aussi. De liberté, mais je veux pas dire qu'il s'en sort bien, mais je veux dire que toutes les parties sont satisfaites et que ça va dans le bon sens de l'apaisement, parce qu'au bout de 13 semaines, 14 semaines de conflit larvé, ça aurait été jeté de l'huile sur le feu, sur un feu qui commence à peine à s'éteindre, et encore à peine. Ouais, Philippe, est-ce que le jugement est proportionné? C'est très compliqué pour moi. Les auditeurs sont pas d'accord. Hein. Alors, je vais pas faire de langue de bois, mais moi, il y a une semaine. Non, il y a d'autres radios pour ça. La langue de bois, c'est pas ici. Ça tombe bien. Non, il y a une semaine, moi, je protestais contre cette loi dite anti-casseur que je trouvais hyper liberticide, et il y avait un transfert de pouvoir, celui du juge,
qui est normalement indépendant. La justice en France, dans un état de droit, est indépendante du pouvoir exécutif. Et transférer ce pouvoir au préfet, il y avait un mélange des genres et le préfet devenait un judge Dredd, quasiment. Et donc, il est compliqué de pouvoir remettre en cause une décision de justice lorsque, au préalable, on a crié haut et fort qu'il y avait un déni de démocratie là-dessus et sur une loi liberticide. Effectivement, tu l'as dit, les partis, aussi bien les partis civils que les partis de la défense, étaient très satisfaits à la sortie de ce verdict. Et il fallait qu'il y ait une condamnation. Tu ne peux pas. Nous, les écologistes, on souvent nous le reproche. Nos modèles, c'est plutôt Martin Luther King et Gandhi. Et donc, moi, on en a discuté en aparté. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux enfants à qui j'enseigne de temps en temps la self-défense, de répliquer surtout à des forces de l'ordre. Lorsqu'il y a une situation de danger ou de conflit, la première des choses à faire, c'est de se retirer. Donc oui, Christophe a été jugé. Il a été condamné. Je n'ai pas à dire si c'est proportionnel ou pas. Si il estime que c'est pas le cas, dans un état de droit, tu as ce qu'on appelle des recours. Il peut faire appel. Tout comme le parquet d'ailleurs peut faire appel. Tout comme le parquet, mais manifestement. On n'en prend pas le sens. Voilà. Non, on n'en prend pas le chemin. Les deux parties ni l'un ni l'autre. Alors je tiens à dire que la justice est indépendante, même si on peut discuter du procureur ou du substitut ou de l'avocat général, parce que ça représente. C'est plus un mythe l'indépendance de la justice. Alors ou un idéal. Ça dépend. Si c'est les magistrats, c'est indépendant parce que l'autorité tutelle n'est pas le garde des Sceaux et le ministère de la Justice. Ouais. Pour les procureurs, il faudrait vraiment qu'on remette ça sur la table pour pouvoir avoir une transparence totale et une indépendance totale, parce que les procureurs et les avocats généraux des parties sont quand même nommés par le garde des Sceaux, et donc on peut en droit se poser la question de l'indépendance ou pas, mais je pense qu'il faut raison garder, et c'est un jugement qui ne peut que apaiser l'avenir. En tout cas, les auditeurs, on leur a posé la question, et ils peuvent toujours d'ailleurs voter sur Facebook, France Mag 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Et eh bien ils disent oui seulement à 33% sur Twitter, 32% sur Facebook, donc grande majorité, ils jugent que le jugement n'est pas proportionné. La bonne question, c'est est-ce qu'il pense qu'il a trop pris ou pas assez? Je sais pas, ouais, voilà, c'est la bonne question. On demandera aux auditeurs. Yasser, le jugement d'Ettinger, le boxeur professionnel. Je n'ai pas suivi, non. T'as pas suivi? Non, j'étais sur la route toute la journée. Ouais, et il a pris 30 mois, dont 18 mois avec sursis. Voilà. Je pourrais commenter lorsque les policiers seront condamnés aussi sévèrement, lorsque eux tapent sur les manifestants, les mutilent ou carrément les éborgnent. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que le même jour, je le rappellerai souvent, le même jour où ce fameux Christophe d'Ettinger a pété les plombs vis-à-vis de 2 gendarmes, vous avez à l'autre bout de la France, à Toulon, un policier, un commandant en exercice, qui a fait exactement la même chose, qui a boxé 3 personnes, sauf que lui il a été suspendu, il est encore en liberté. Mais en fait, j'ai vraiment du mal avec cette espèce de d'émotivité à 2 vitesses. Alors, lorsque c'est un citoyen qui exprime son ras-le-bol parce que la police harcèle les foules avec les nacelles, etc., qu'on connaît en manifestation, le gazage et le passage à tabac des manifestants pacifiques, là, tout d'un coup, il faut faire preuve de patte blanche, il faut qu'il soit puni. S'il a commis un délit, qu'il soit puni, certes, mais aussi lorsque les policiers outrepassent leur fonction, lorsqu'ils se servent du badge qu'on leur confie pour commettre des actes de violence gratuite envers les manifestants, grenades des encerclements, grenades lacrymogènes, passage à tabac, des enfants ont été mutilés, des gens ont été éborgnés, des journalistes ont été tabassés, et pourtant, on ne voit pas le même élan de dégoût vis-à-vis de cette violence. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on reste cohérent vis-à-vis de nous-mêmes. La police, je vous le rappelle, tient son pouvoir de la souveraineté du peuple, qui lui confie la violence légitime, dont l'État est le seul à pouvoir se prémunir. Et pour autant, elle peut agir en toute impunité, sans pour autant être inquiétée ni face à l'opinion publique, et encore moins face à la justice. Non, pas. Alors, excuse-moi, Yasser, je peux pas te laisser dire en toute impunité, parce que c'est ce que je dis. Il y a une justice en France, et pour ça, il faut faire des dépôts de plainte. Bien évidemment, il faut s'entourer un maximum de preuves et d'éléments à charge et à décharge. Et il y a une autorité qui existe, qui est l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça existe aujourd'hui en France. Oui, mais à quelle utilité? Il y a eu plus d'une centaine d'enquêtes que l'IGPN dont elle est en charge, aucune n'a abouti, et tu verras que aucune va mener sur une condamnation d'un policier. Donc oui, il y a 2 poids 2 mesures. Il est flagrant quand même, Philippe. Alors,
je peux pas dire qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Allons jusqu'au bout. Ah bah tu veux quoi comme exemple? Je peux t'en donner. Non, mais bien sûr. Non, mais je les ai vus les vidéos. Moi, ce petit Mehdi où il y a 8 CRS qui lui tombent dessus et qui le massacrent. Moi, ça m'a fait réellement penser à 26 ans plus tôt à Malik Oussekim. Sérieusement, j'ai encore cette image en tête. N'attendons pas d'arriver à un drame. Je dis une chose, elle est claire, elle est nette et elle est précise. Laissons la justice aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a eu une rapidité dans cette histoire de Christophe Détinger et qui, en plus, rapidement a présenté ses excuses. C'est un père de famille qui n'a jamais eu de problème avec la justice, qui a un casier vierge, qui travaille. Et donc, effectivement, je peux tout à fait comprendre ce ressenti mais j'en souffre comme tout le monde. Et je dis aujourd'hui aux autorités judiciaires et aussi aux autorités qui sont responsables de l'IGPN, il y a ce sentiment de justice à 2 vitesses, d'injustice. Il leur appartient aussi que toutes les lumières soient faites. Moi, quand j'entends que ce commandant de police a eu la Légion d'honneur quelque temps avant, quand je vois ses états de service, cet élément important. Voilà, les éléments, son état de service était globalement compliqué puisqu'il a eu quelques affaires de violence même envers des collègues. Voilà, c'était pas sa première. C'est pas en plus vis-à-vis d'autres collègues. Hein. C'est pas du tout ce qu'on attend d'une police républicaine au service et à la souveraineté du peuple. On attend autre chose. Je pense que si on avait assisté aux mêmes images dans d'autres pays et on l'a vu quand ça s'est passé en Ukraine et d'autres endroits où toute la classe politique s'est élevée en masse pour crier à la dictature. Je veux pas dire qu'on est dans un état de dictature parce qu'aujourd'hui on peut quand même un état policier. Disons que ça se durcit bien fort. Ah bah oui, attends. D'accord. Oui, Yasser. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir. Alors pour commencer, quand on dit qu'il y a une justice, on sait que le parquet n'est pas autonome, on sait par qui est-ce qu'il est nommé. Deuxièmement, l'IGPN est dirigé par des anciens policiers eux-mêmes, donc on a des policiers qui eux-mêmes enquêtent sur d'autres policiers. Quand on prend le CV des contre-pouvoirs octroyés face à la violence légitime accordée à la police, on voit qu'il n'y en a quasiment aucun, puisque un sentiment d'impunité se développe et que forcément, il ne peut aboutir qu'à des drames. L'autre point, lorsque on parle de État policier, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un pays où on a rarement vu des policiers punis pour l'acte de violence pendant les manifestations. Au contraire, on a eu un chèque en blanc fait par Castaner qui, alors que la population est en train de hurler, nous avons des enfants mutilés, des personnes ont été éborgnées, les photos ont fait le tour du monde, on a Castaner qui vous dit la police républicaine, l'ordre républicain, etc. Donc par contre, il y a un terme anglais qu'on appelle en fait siffler le chien, ça veut dire en fait on dit des choses sans les dire. Ouais. Là c'était littéralement, vous avez un chèque en blanc, continuez, vous ne risquez rien. Pourquoi? Parce que l'ordre républicain, c'est en fait l'ordre des dominants. Et quand on regarde la législation d'exception qui a été passée avec l'état d'urgence, qui est devenu quasiment permanent avec sa batterie de lois liberticides, on ajoute à ça la surveillance de masse, et encore une fois, quand on prend historiquement, la police a été rarement punie lorsqu'elle avait preuve de violence envers les citoyens. Alors bien sûr, on peut faire appel aux grands idéaux républicains, on peut faire appel aux textes qui sont passés, mais il faut aussi être réaliste et prendre le CV de la police française. Je rappelle que son histoire n'est pas brillante non plus. Bien sûr. On sait que le décret de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la police nationale a été passé sous Pétain. On connaît l'histoire de Bousquet, etc. Maintenant, quand on a en plus de cela une police qui vote à 52% Front National et qu'au sein même du renseignement intérieur, on décrit le fait que la police est gangrénée par l'idéologie suprémaciste blanche. Yasser. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Voilà, justement, il faut s'arrêter maintenant là parce que j'ai la pub et on est de retour dans un instant. On continue de discuter. L'avis de Razik là qui a entendu Philippe et Yasser et vos appels bien sûr au 01 40 33 9000 et on va aller du côté de Menton. Tu en reviens d'ailleurs, Razik. J'en reviens, oui. Ouais, et t'as des choses à nous raconter. Ouais, absolument. Et notre ami Yasser tout à l'heure nous prépare un avis tranché, les gars. Attention, ça va balancer comme d'habitude en fait. À tout de suite. Non. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Razik Métiche, avec Yasser Louati, Philippe Bouriachi qui sont avec nous en direct sur votre radio. Je le disais, il est là, on va le saluer quand même, notre ami Mehdi Chebaiki. Il est sage, il écoute. Ça va Mehdi? Ça va très très bien, merci. Notre Lyonnais de passage à Paris, il a tellement kiffé la victoire de Paris qu'il est venu à Paris. C'est bien. La victoire contre vous ou la victoire de vous? Voilà, merci mon cher Razik. Je taquine un peu, je suis pas lyonnais. Ouais, bon. Qu'on se méprenne pas sur mes intentions. Revenons à nos moutons. Si je puis dire, si je peux rebondir. Voilà, donc avec cette interrogation, on parle donc de la condamnation donc de Christophe Détinger à 30 mois
de prison, dont 18 avec sursis. C'est un ex-bosseur professionnel qui comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Razik, on a parlé, donc on avait l'avis de Yasser, hein, qui nous parle d'une justice pas franchement indépendante. Philippe qui était un peu plus mesuré. Et toi? Je vais abonder dans le sens de Yasser. Très simplement, le 2 poids 2 mesures concernant les violences policières et concernant le traitement judiciaire de ces violences est absolument révélateur d'un 2 poids 2 mesures profond dans le pays. Pour prendre 30 années de bavure policière, il faut avoir en ordre d'idée que la police française tue entre 15 et 20 personnes par an en moyenne. Donc ça, ce sont les bavures policières qui aboutissent à des meurtres. Le nombre de condamnations, et là on parle bien de personnes qui ont ôté des vies humaines, le nombre de condamnations à de la prison ferme sont anecdotiques. C'est bien là où le bas blesse, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, lorsque c'est à l'inverse, lorsqu'on a des outrages à agents, lorsqu'on a des policiers qui sont pris à partie, la justice là pour le coup tape très fort. On peut le voir dans les différents mouvements sociaux, on peut le voir pendant les émeutes de 2005. Le bras de la justice est passé et croyez-moi, les personnes l'ont senti passer. Pour le mouvement des gilets jaunes, croyez-moi que les personnes qui ont été arrêtées sentent le bras de la justice et le 2 poids 2 mesures est absolument flagrant. C'est la première chose. Et la deuxième chose concernant l'indépendance de la justice. On a eu, il y a quelques mois de ça, la nomination du procureur de la République de Paris. Les conditions de la nomination, avec un premier nom qui avait été supposé, un retrait et un deuxième nom qui avait été imposé par l'exécutif, nous rappellent bien à quel point la justice et l'indépendance de la justice n'est que un idéal vers lequel la République doit tendre. Ce n'est pas une réalité, et absolument même pas une réalité. Et je vais aller encore plus loin, ça va même à l'encontre de certains pays anglo-saxons, où la justice est quelque chose vraiment d'indépendant et un pouvoir constitué. Et le jugement alors, proportionnel ou pas? Le jugement, oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour moi, je le trouve proportionnel. On a quand même une personne où on a image à l'appui qui est là et qui physiquement détruit des CRS. Enfin, on l'a vu, il les a fait reculer, il les a touchés. Mais pourquoi il l'a fait? Il a expliqué pourquoi. Bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il prend pas plus. Ouais. C'est qu'il y a des conditions qui font qu'il ne prend pas plus et que la peine a été aménagée et que justement il n'a pas été surpuni, enfin que le jugement n'est pas trop sévère à mon sens. Après, bien évidemment, je peux comprendre que certains plaident ou souhaitaient plaider à la relaxe, mais c'est très compliqué. On n'est pas dans un cas de légitime défense là en l'occurrence. On a quelqu'un qui avance avec ses points et qui continue. Et sur la deuxième vidéo, sur la première vidéo, considéré comme une arme, hein, je précise. Bien sûr, c'est un boxeur professionnel. Bien évidemment, pour la police, pour le droit, à ce moment-là, il est armé. Après, en face de lui, il a des personnes aussi qui sont armées, qui sont dépositaires de l'ordre public. Mais pour le coup, demander une relaxe sur un cas comme ça, je ne pense pas que ça soit tenable, à part par l'extrême gauche. Et encore, enfin là, lorsqu'on reprend, et moi c'est ce qui me touche, lorsqu'on reprend l'intéressé même, des mots de l'intéressé même. Vous avez vu d'ailleurs Castaner qui s'en prend à Mélenchon, qui dit, il dit de Mélenchon qu'il n'aime pas la justice. C'est d'ailleurs à lire un article sur le site de la radio www.francemaghreb2.fr. Castaner qui s'attaque à Mélenchon. Bon, voilà, c'était. C'est un peu une polémique politicienne. Voilà, d'habitude. C'est la cour de récréation. Est-ce qu'on peut demander l'avis de notre Lyonnais là, Mehdi Chebaiki là sur cette condamnation de Christophe Détinger hier devant le tribunal de Paris? La peine elle est proportionnelle? Oui, la peine est proportionnelle parce que si on se met du côté de la force publique et de l'État, il est clair qu'une personne qui frappe des policiers en service ne peut pas ne pas être condamnée, ne peut pas être relaxée. Oui, mais ça serait bien que ce soit dans l'autre sens aussi, que des policiers qui frappent impunément des gens soient condamnés aussi, soient sanctionnés, je veux dire. Oui, mais tu ne peux pas, en droit, tu ne peux pas justifier le fait par le pas fait. J'ai bien compris. Voilà. Donc après, je pense que moi je suis sur la ligne de Madame Détinger, son épouse, je pense, a été très digne lorsqu'elle est passée à la télé. Totalement. Voilà. Totalement. Toute la famille, franchement, ils ont eu des réactions d'une vraie dignité. Alors que du côté gouvernemental, on nous l'a vendu comme un gitan de banlieue apte de la castagne. Ouais, tu fais référence aux propos de Macron. Voilà, tout à fait. Alors qu'en l'occurrence, il s'agit d'une personne tout à fait, engagée politiquement, avec des idées saines et sereines. Il y a eu acte de violence qui correspondait à un contexte. Sa femme l'a très bien expliqué et je suis tout à fait sur sa ligne. Il y a eu une condamnation, elle correspond à peu près à ce qui aurait dû être fait. Maintenant, j'espère quand même pour lui qu'il y aura un aménagement parce que dans d'autres cas, comme tu l'as dit, notamment Cahuzac et Guéant, on voit ce qu'il en est de la justice des puissants. Exact. Bon, dont acte en tout cas. Merci beaucoup, on m'a dit. Vous pouvez continuer en tout cas de voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2 et pour l'instant vous êtes en majorité à penser que non, que cette peine n'est pas proportionnelle en tout cas. Vous continuez de voter bien sûr par Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le Grand Forum FM2 et vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000 avant que l'on parte dans quelques instants du côté de Menton dans le sud de la France.
France, du côté de chez notre Faiza Ben Mohamed à Nice, à la frontière plus précisément, parce qu'apparemment il se passe des choses, hein, mon Razik, tu vas nous en parler dans un instant. Je crois qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Salut, bonjour. Allô. Ah oui, donc si j'appuie pas sur le bouton, bonjour. Une fois, deux fois. Bon, il est parti, très bien. Eh bien, ça va nous permettre d'aller directement du côté de Menton, puisque tu en reviens, donc je disais tout à l'heure, Razik, et tu as voulu nous faire un avis tranché sur Menton-Valtimir, la frontière de la honte. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Razik Métiche qui nous emmène donc dans le sud de la France pour son avis tranché, la frontière de la honte. Oui. Alors, avec un avis tranché s'appelant le TER du paradis à l'enfer. Bienvenue sur la ligne la plus paradoxale de France, le fameux Marseille 26 000. N'oubliez pas de valider votre ticket pour ce voyage du paradis à l'enfer. Côté pile, la carte postale. Le train longe le sud méditerranéen français, Marseille et ses calanques, la rade de Toulon, les plages sauvages. L'arrêt Les Arcs Draguignan me rappelle que quelques décennies auparavant, ce tronçon fut le théâtre d'un crime raciste particulièrement sordide et me sort de mes songes méditerranéens. Le train repart, et là c'est un véritable festival, comme celui de Cannes, où le train marque l'arrêt. De Saint-Raphaël jusqu'à Antibes, en passant par Cannes, le spectacle est à couper le souffle. La Méditerranée s'offre à vous, splendide, majestueuse. La Côte d'Azur offre ce qu'elle a de plus beau, ses plages dorées, ses palaces, ses palais, ses maisons en pierre taillée, et sans oublier des jardins comme sortis d'une toile de maître. Nous continuons à longer la côte, traversons Monaco, dont même la station de train rappelle l'opulence de la principauté. Le train arrive à Menton, et là, on se rend compte que la pression et l'atmosphère a changé. La suspicion laisse place au spectacle. Le train marque un long temps d'arrêt. Plusieurs compagnies de CRS veillent au grain, et je comprendrai au retour pourquoi. Nous repartons et arrivons enfin à 26 000, côté italien, et là, le spectacle est d'un autre acabit. Une zone ressemblant à une fourrière, à ciel ouvert, sert de frontière. Des migrants par dizaines errent sans but, dans un autre espace-temps, cherchant à passer la frontière par tous les moyens nécessaires. Désolant. La forteresse Europe est bien gardée, dormez en paix, braves Européens. À l'arrivée côté italien, deux officiers font le tri de manière informelle en civil. Sur le retour côté français, pensant avoir tout vu, je ne suis pas au bout de mes surprises. Nous Français, si prompts à donner des leçons, nous fermons hermétiquement notre frontière. Nous Français, si prompts à condamner l'alliance extrême qui est en jeu en Italie, avons des conditions plus dures pour resserrer la frontière côté Menton. Pour prendre l'exemple de ce qui m'est arrivé, à Menton, nous avons un arrêt qui a duré plus de 10 minutes. Une compagnie de CRS est montée en entier, fouillant compartiment par compartiment et procédant à un contrôle au faciès pur et dur. Tous les Arabes et Noirs identifiés comme tels ont dû présenter leur carte d'identité pour pouvoir continuer le trajet. On dit que la police sert les citoyens, elle sert aussi d'autres intérêts parfois. Merci Razik Métiche pour ce voyage donc du côté du sud de la France qui va peut-être faire réagir. T'as compris Philippe comment ça se passe les avis tranchés là? C'est un bon exemple là, voilà. Alors Philippe, cette frontière de la honte d'abord tu la connaissais? Oui. Enfin ce voyage en TER là. Pas physiquement, mais comme tu sais, je suis un militant écologiste et on a plein de copains, plein de copines qui eux aussi sont souvent en garde à vue. Absolument. Parce qu'ils prêtent assistance à personne en danger et on se bat quotidiennement. Je pense à Cédric Hourault qui permet à des femmes et des hommes et des enfants de ne pas mourir, pas mourir dans l'indifférence. Ouais. Et il le dit très simplement. Je peux pas laisser un de mes compatriotes, un ressortissant de mon espèce, l'espèce humaine, mourir. Oui, c'est la frontière de la honte, parce qu'on ne doit pas répondre avec des murs et des barbelés comme le fait si bien Trump à des femmes et des hommes qui vivent l'enfer, soit l'enfer de la guerre, soit l'enfer climatique. Alors c'est pas l'écolo qui parle, mais réellement aujourd'hui, pour parler du continent africain, c'est celui qui inquiète le plus et qui fait en tout cas le lit et le jeu de cette extrême nauséabonde dans notre pays. Ce continent africain souffre énormément du dérèglement climatique, dont nous les Occidentaux nous sommes responsables. Absolument. Pendant les 30 glorieuses, pendant que nous on était dans l'opulence, on a énormément infecté et inonder la planète des gaz à effet de serre qui aujourd'hui, alors à l'époque tout le monde nous traitait comme des fous et là tout le monde est d'accord, la preuve on fait même des COP, des accords de Paris que personne ne respecte, etc. Donc
si, moi je m'adresse à tout le monde, si vous ne voulez plus voir ces scènes d'exode, parce qu'elles vont continuer et elles vont s'amplifier, et c'est normal, c'est l'instinct de survie de nomades, de femmes et d'hommes qui vont aller donner pitance à leur progéniture, et on réagirait tous comme ça. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler à ceux qui ont les esprits étriqués, en 38, vous étiez nombreux et nombreuses à dire nous on prendra les armes, il n'y a pas de souci. En 39, il y en avait beaucoup moins, et beaucoup prenaient les bateaux pour aller sur le continent africain pour sauver leur peau. C'est l'instinct de survie et c'est humain. Si vous ne voulez plus que ça arrive, va falloir réellement qu'on se remonte tous les manches et qu'on aide les populations à se développer chez eux, et en évitant de faire les catastrophes annoncées que nous-mêmes on a créées. Oui, mais Philippe, là ce que tu dis c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais des opinions publiques locales sur place, françaises, italiennes, qui sont travail de pédagogie à faire, qui sont rejettent la patate chaude. En quoi 20 000 migrants vont déstabiliser la France? Je ne comprends pas. La France et l'Europe. C'est pas 20 000 migrants. 20 000 migrants. On en a accueilli 16 000 nous l'année dernière. En France, pas plus, pas moins. En France. Ça, c'est moi, je te parle de ceux qui ne sont pas accusés, qui sont clandestins. Comment on explique justement au reste de nos compatriotes? Bien évidemment. Mais après, si on a mis à chaque fois une cible sur les migrants en disant que le danger, les problèmes de la France, les problèmes de l'Europe, ce sont eux, alors que toutes les juste pour finir, alors que toutes les études économiques, alors que le trou de la sécu peut être réglé, alors que les crises démographiques dans certains États peuvent être réglées par la migration, l'Allemagne notamment. Oui. Absolument. Alors, il y a un gros travail de pédagogie où il faut délier des fils qui pendant 30 ans amenaient une pénalisation. C'est un travail de longue haleine à faire, mais pour autant, je ne pense pas que 20 000 migrants vont mettre en péril la nation. C'est pas 20 000 migrants le problème. Le problème, c'est ce qui arrive, ce sont le nombre de migrants qui arrivent en Europe. Actuellement, on a une Union européenne qui est en train de craquer de toutes parts, hein, les failles se voient au grand jour, et tout le monde se renvoie plutôt la balle. Aujourd'hui, grosso modo, le pays européen qui décidera d'accueillir les migrants accueillera les migrants de toute l'Union européenne, et là c'est plus 20 000 personnes. Et donc c'est ça le réel problème. C'est même pas tellement les opinions publiques. L'Allemagne les a accueillis. Hein. L'Allemagne a fait le modèle allemand oui, mais aujourd'hui très bien. Et Angela Merkel est sur le point de perdre. Voilà. Ouais. Après combien d'années? Après quoi? Son troisième mandat? Quoi qu'il arrive, elle était sur la fin. Quoi qu'il arrive, ça peut être précipité sa fin, et encore c'est à la main. Est-ce qu'on peut avoir l'avis de Yasser là-dessus? On n'a pas entendu sur ce sujet précis, sur ce contrôle aux faciès que tu dénonces. Oui, c'est un vrai contrôle aux faciès. Vas-y. Enfin, et juste pour apporter une petite précision, ça c'était sur Sauvage. Je suis un habitué, j'aime bien aller sur la Côte d'Azur sur des temps. Enfin, je vais jamais là-bas l'été, j'aime bien y aller en hors saison. J'ai un peu de problème avec la foule. J'étais parti, c'était, il me semble de mémoire, c'était septembre 2015. Là pour le coup, c'était pire. En fait, tous les trains qui partaient de 26 000 avaient un arrêt triage à Cannes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'était du triage. Absolument. Ça veut dire que les migrants qui étaient identifiés étaient descendus, on les parquait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on les parquait en plein cagnard sur un espèce de parking qu'on avait aménagé, entouré par des CRS, et croyez-moi, moi j'ai pris le train à 18h, 19h, il y avait au moins une centaine de migrants qui étaient arrêtés, tous les trains étaient arrêtés. Donc vraiment, le contrôle aux faciès est une pratique c'est même pas, enfin, on me l'a fait, mais le policier qui l'a fait en face de moi n'avait aucune espèce d'état d'âme. On était 3, j'étais le seul à être, et encore je dis basané, je suis même pas basané, je suis chacun. Enfin, j'étais le seul qui ressemblait à un arabe, on va dire les choses telles qu'ils sont. Je suis même pas arabe, je suis berbère. Enfin, je pense que ce genre de différence ne rentre pas en ligne de compte. Non. Mais croyez-moi, on était 3, il y avait, je vais la faire simple, il y avait 2 blonds, il y avait moi. On a demandé la carte d'identité juste à moi. Ah oui, voilà. Et ça lui a pas posé le moindre problème. Il a même pas mis l'apparence de faire semblant que c'était un contrôle. Yasser Louati. Absolument pas. Sur ce contrôle aux faciès, on sait que ça tient à cœur, ça. C'est une pratique qui, encore une fois, qui s'est démocratisée, on va dire. On voit que c'est assumé en plus, justement, auprès des opinions publiques, étant donné qu'on leur fait croire que, justement, tout ce qui n'est pas blanc est forcément mauvais et suspect. Et donc là, tu as fait l'expérience de ce que des gens vivent tous les jours, sauf que ces gens-là n'ont pas la radio pour venir en parler. Et ils n'ont pas la bonne carte. N'ont pas la bonne carte, n'ont pas, et même quand ils l'ont. Bien sûr. Parce qu'on te rappellera toujours d'où tu viens et qui tu es. On m'a demandé ce que je faisais ici. Parce que j'ai une adresse où j'habite au Bobigny, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un train entre 28 000 et... Il m'a fallu leur demander. Je suis en vacances, mon ami. Et vous, monsieur l'agent? Il justifiait son salaire. Il justifiait très mal son salaire. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un sérieux problème, et notamment, la relation qui s'est tendue quelque peu entre la France et l'Italie.
Et évidemment, on sait qu'en ligne de cause, c'est les migrants, en l'occurrence, et ils se rejettent la patate chaude. C'est-à-dire l'Italie. Non, c'est même plus que ça. On a fermé la porte à l'Italie. L'Italie essaye de faire partager, enfin, de faire à ce que la France en accueille quelques-uns, parce qu'elle n'a pas envie, l'Italie, de récupérer tout le monde. Elle veut qu'on accède quand même à un certain nombre de partages entre les pays voisins, et la France les rejette. Non, on n'en veut pas. L'Italie, débrouillez-vous, quoi. C'est exactement ça. En fait, moi, je trouve que c'est scandaleux le rôle qu'on a donné à l'Italie, le rôle que l'Union européenne a donné à l'Italie. Aujourd'hui, on lui a fait passer pour la bête méchante, quoi. C'est ça. On a contribué à l'arrivée de Salvini très concrètement. Lorsque l'Union européenne savait dès 2010 que les vagues avaient pour lieux principaux l'Italie, que ce soit Lampedusa, que ce soit la Sicile, que ce soit le sud italien qui était à 30 km des côtes tunisiennes et des côtes libyennes. Lorsqu'on savait qu'on avait l'Italie qui avait fait, et à plusieurs reprises, qui avait demandé de l'aide de manière officielle en disant on n'arrive pas à gérer ces crises, on a envie de venir en aide, il y a des drames en Méditerranée, aidez-nous. Lorsque l'Union européenne a fait semblant d'aider l'Italie, mais les a laissés en première ligne tout seuls, lorsqu'aujourd'hui on voit que l'extrême droite est au pouvoir, on a contribué à ça, nous Européens, et je dirais encore même plus, lorsque nous Français on ferme hermétiquement la porte, lorsqu'on s'engage auprès de l'Union européenne à accueillir un nombre de migrants et qu'on n'accueille même pas ces migrants, et lorsqu'on s'engage auprès de l'Italie à leur venir en aide, et lorsque à chaque fois dans la réalité on ferme à double tour la frontière, oui, on a aussi contribué à l'arrivée de Salvini au pouvoir en Italie, c'est une réalité. Youssef de Drancy est avec nous, il a son avis à donner sur les migrants, qui sera peut-être pas le même que le vôtre d'ailleurs. Bonjour Youssef. Salut. On t'écoute. Il faut savoir déjà qu'il y a 70% des Français sont hostiles à l'accueil des migrants. Qu'est-ce que vous en faites, ça vous 70% qui sont 70% qui sont hostiles à l'accueil des migrants. Répondez, monsieur. Youssef, tu as raison sur un sondage à l'instant T dans une situation de crise. Lorsque tu as du mal à finir ta fin de mois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'instinct de survie ne te permet pas de penser à ton voisin à côté. Mais sérieusement, sans faire mon gaucho de service, aujourd'hui, l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros. Tu te rends compte que Carlos Ghosn s'est gavé d'une force phénoménale, alors que pendant ce temps-là, les ouvriers étaient en train de mourir de faim. Je crois qu'il faut pas se tromper de cible. Le problème, c'est pas les migrants, c'est ceux qui ont tout, qui bouffent le gâteau et qui laissent les autres crever. Et nous, on est dans ce cas de figure. C'est pas à toi et à moi de régler ce problème-là. J'ai une question, vous les logez où? Et vous leur donnez du travail? Avec tous les chômeurs qu'on a déjà, le mal logement, les problèmes d'insécurité, vous les ramenez encore des problèmes avec vos migrants. D'accord, Youssef. Alors, je vais te répondre à cela tout de suite. C'est un peu violent, Youssef. Non, mais il a raison. Non, attends. Non, mais c'est pas ça. C'est un discours. Attends, Youssef. Déconner, hein. Il y a des problèmes d'insécurité, c'est lié à l'immigration. Ouais, bien sûr, Youssef. N'importe quoi. Youssef. C'est qui? Il faut voir les statistiques dans les prisons. Vas-y, sors tes statistiques. C'est quoi tes statistiques, Youssef? C'est quoi? Il y a eu des rapports récemment. 70 à 80% sont issus de l'immigration. Faux. Quelle source? N'importe quoi, Youssef. Tu nous sors d'où ces trucs-là? Mais va en Allemagne depuis qu'il y a des... Non, je te parle de la France. On parle de la France, Youssef. Arrête de faire ton démago, là. Mais arrêtez, vous déconnez vraiment. Youssef, mais c'est toi qui déconnes parce que tu sors des trucs, tu n'es pas capable d'apporter la preuve, Youssef. En Allemagne, il n'y a pas eu récemment des viols dans les... D'accord. Des histoires de viols en Allemagne, là? Oui, Youssef. Le nouvel an à Cologne et tout. Ouais, bah ça a été... Youssef, est-ce que je peux te répondre? Est-ce que tu m'autorises à te répondre? Vas-y, Philippe, réponds-lui. Vous êtes dans un déni de réalité, ça c'est les populismes en Europe, c'est tout. Youssef, je vais te répondre. Des viols, il y en a partout dans le monde, et le pays où il y a plus de viols, attention, mets-toi bien ça dans la tête, c'est pas là où tu entends parler d'immigration, c'est là où ça se passe en interne, en famille, et dans des endroits bien précis, surtout dans les pays anglo-saxons. Premièrement. Deuxièmement, quand tu parles de travail, je vais te donner un exemple. Le chèque cadeau que Macron et que Hollande a fait au patron avec le CICE. Ok, Carrefour a pris 800 millions d'euros l'année dernière et il a licencié 4000 personnes. Alors me dis pas où est-ce qu'il y a du travail. Il y a du travail, il faut partager les richesses, et lorsque tu donnes à un groupe d'actionnaires bien précis le point de pouvoir nous faire la misère et nous diviser, nous monter les uns contre les autres, Youssef, et ben à ce moment-là tu cautionnes et tu fais monter le populisme et les extrêmes. Quand tu parles du logement, je suis d'accord avec toi lorsqu'on dit écoute, avant de loger les autres, faut d'abord loger ceux qu'on a ici. Aujourd'hui, Youssef, je vais te dire les choses clairement. Tu as des banques, tu as des grosses compagnies d'assurance qui font des opéras extraordinaires sur le logement et qui les laissent vides pour pouvoir faire monter l'offre et la demande. Tu as plus de 300 000 logements juste à Paris, je parle pas en région parisienne. La crise du logement, elle est organisée. Maintenant, oui, tout à fait. Elle est organisée parce que ça, c'est l'intérêt encore, mais extrêmement rentable. C'est l'offre et la demande. Moins t'as d'offres,
et plus tu peux augmenter, et plus tu peux être difficile, et c'est pour ça qu'il y a des marchands de sommeil. Faut pas se voiler la face. Donc maintenant, si on est à s'entretuer entre nous, les petits, je vais te dire un truc très simple. Soit on survit ensemble, soit on va tous mourir ensemble. Et ça peut être violent ce que je viens de dire. Mais quand t'es à ta terrasse de café, en train de commander ton coca, et faire un petit peu le nerveux parce qu'il te manque ta rondelle de citron, et que dans la Méditerranée, il y a des femmes et des hommes qui sont en train de mourir, Youssef. Il y a des enfants, et ils partent pas par plaisir. Ils partent parce que leur ceinture leur dit il faut y aller, il faut s'enfuir. Lorsque tu as des dictatures qui sont mises au pouvoir par des monarchies et pour lesquelles on est responsable en consommant leurs biens, et ben à ce moment-là, on a tous un devoir de responsabilité. Il y a l'État et il y a aussi le citoyen et les citoyens que nous sommes. Il y a eu une révolution il y a quelques siècles ici en France. Il est temps maintenant qu'il y a une révolution dans nos esprits de dire ça suffit, vous allez arrêter de nous diviser, on va arrêter d'écouter ces médias qui nous colonisent nos cerveaux et qui n'ont qu'un seul but, parce que tant qu'on s'entretuera entre nous, tant qu'on se détestera entre nous, on fera l'affaire d'un petit groupe de lobbying et qui fait ça partout dans le monde. Bon Philippe, faut pas te mettre dans des états comme ça, c'est la radio, hein, tu sais. Non, je sais bien. Ah ouais, il faut, voilà, il y a des colères qui sont saines et que je partage. Ouais. Enfin, pour le coup, pour vraiment abonder dans le même sens, lorsqu'on prend des problèmes d'inégalité économique, parce que c'est là où le bas blesse. Lorsque 1% de la population mondiale accapare 50%, ça ne peut pas tenir. Lorsque vous donnez aux 99%, aux 50% restants, ça ne peut plus tenir, c'est plus possible. Lorsque vous avez des différentiels économiques qui font qu'aujourd'hui la Méditerranée est devenue un véritable charnier à ciel ouvert, ce sont des dizaines de milliers de morts. C'est là où il faut prendre conscience. On parle de vie humaine. Lorsqu'on parle d'opinion publique, réellement, je trouve qu'on est totalement à côté de la plaque. On a hors sujet totalement. Lorsqu'on parle de croissance par rapport à des vies humaines, par rapport à des drames économiques, par rapport à des drames humains, par rapport à des guerres, on est hors sujet. On se demande même si on fait partie de la même humanité. Est-ce qu'on peut écouter notre Yasser, là, qui a pas beaucoup la parole aujourd'hui, hein? Mais écoutez, il y a des gens qui parlent avec le cœur, ça me fait plaisir. Maintenant, j'aimerais aussi entendre plus de voix pour dénoncer justement le pillage des continents, d'où partent ces populations. Bien sûr. La contribution militaire de la France, qui maintient des guerres parce qu'elles sont rentables. Je pense notamment par exemple au Yémen. Je pense aussi le soutien aux différentes dictatures. Et encore une fois, comme disait à l'instant Philippe, les gens partent parce qu'il faut partir. On ne quitte jamais son pays par choix. Exact. Jamais. C'est toujours une décision qui est imposée par l'environnement extérieur. Or, et sincèrement, je n'entends jamais personne en France se plaindre de l'interventionnisme aussi bien économique que militaire de la France à travers le monde. Or, la violence que nous exportons pour maintenir notre confort ici en France, aujourd'hui, revient à l'ère d'Internet et des transports rapides. On ne peut plus prétendre exploiter un peuple à l'autre bout de la planète et se dire c'est un problème qui restera hors de visibilité. Ceux qui quittent aujourd'hui les pays d'Afrique subsaharienne, il y a la crise climatique que nos pays provoquent, mais il y a aussi le pillage économique qui empêche tout développement économique, mais il y a aussi l'écrasement politique qui est sponsorisé par la France parce que ces régimes sont amis de la France et ne doivent leur légitimité non pas aux masses populaires, mais plutôt aux intérêts économiques de Total, de Areva, etc. Allez voir ce qui se passe par exemple au Niger, allez voir ce qui se passe au Sénégal, allez voir ce qui se passe au Mali par exemple. Faut qu'on arrête de croire, oui ces gens-là partent parce qu'ils veulent nous envahir. Non, qu'on arrête de les envahir avec nos armées et nos multinationales, et je vous assure, ils viendront pas chez nous. Exact. On accueille Manji qui est avec nous au standard. Salut Manji. Salut Christophe, bonsoir tout le monde. Après ces paroles aussi sages et aussi pertinentes, c'est difficile de passer, c'est juste, il faut mettre le curseur sur la question du pillage des richesses, comme il a dit très justement Yasser, et je crois Philippe aussi, et tout le monde, en fait, ils ont abordé dans le même sens. C'est que ce qu'il a dit Youssef, c'est exactement le fruit de la propagande. On parle jamais il y a un sketch très intéressant qui s'appelle aux origines de l'immigration, fait par un Congolais qui est belge, qui raconte un peu comment la Belgique elle a colonisé le Congo. Au départ, Léopold II il a pris le Congo pour lui, et après il l'a filé à la Belgique, quoi. Et comment on a payé ces richesses-là? Parce que tout simplement, et je fais donner un exemple, l'exemple de l'électricité. Très souvent, on entend parler que l'électricité en France, on paye l'électricité la moins chère. Et le reste, il est payé par l'Afrique. Parce que je crois pas qu'il y a des mines d'uranium en France. Ici, l'armée française, elle est au Niger, au Mali,
quand on a envoyé l'aviation bombarder l'opposition tchadienne pour protéger et dresser les débits, c'est pour ces raisons-là. Il faut que Youssef il ouvre un peu les yeux et regarde pas juste ce qu'il a dans l'assiette, parce que s'il continue comme ça, on aura à un moment donné, la jeunesse africaine viendra chercher son dû, et ils ont encore raison. Voilà. Merci Manji pour votre intervention. Allez, dans un instant, on va changer de sujet. Avec toi Yasser, on va parler de quoi dans ton avis tranché? Il est prêt d'abord? Oui, il est prêt. Ouais, il est prêt, il ouais. est prêt, il est écrit là, ça y est. Il est tapé même. Ouais, il Yasser, est tapé. Ah oui, non, il fait studieux. ça propre, Yasser. C'est le plus vieux du LGF, je tiens à vous le dire, donc respect à lui s'il vous plaît. Yasser, tu vas nous parler de quoi dans un instant? Organisation religieuse et communauté musulmane, chronique d'une arnaque permanente. Voilà, le titre, il est Ça donne excellent. C'est vraiment un bon teasing. Dans un instant, juste après la pub, on est de retour. À tout de suite sur France Maghreb 2. Vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 98. C'est le LGF avec Razik Petich, Yasser Louati, Philippe Bouriachi. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On salue notre Mehdi Chebaiki qui doit s'en aller, notre Lyonnais. Voilà, bon voyage à toi. Salut mon gars. Merci. Il s'en va. On peut dire où tu vas ou pas? soleil. Est-ce qu'on peut dire où tu vas? À la Réunion. Voilà, il va à la Réunion, à l'île de la Réunion. Hein. Attention, non, parce que la Réunion, c'est pas la Réunion syndicale, hein, de la SNCF. Non, non. Tropical, ça va. Il y a un préavis ou pas? Hein? Messieurs les censeurs, au revoir. Salut Mehdi, bon voyage. Bon Fais voyage. attention. Ah, j'espère que tu prends pas le même avion que le regretté footballeur. Oh. Ça mérite. Ça mérite un allez l'OL. Au revoir. Non, je cautionne pas. Je cautionne pas. Je me désolidarise totalement de ce qui vient d'être dit. De quoi? Les deux. Des deux? Ah, totalement. Non, mais évidemment. Totalement. Non, mais c'est terrible. Hein, Non, mais c'est passé pour ça toujours là, ça là. mais c'est terrible. Hein. Je l'ai vu en live. J'étais en Guadeloupe. Je l'ai vu à 3h30. J'ai eu une annonce qui est tombée 3h30 du matin. Ah, mais j'étais pas bien. Ah non mais, j'étais pas tu bien. te dis je quand le même. suis depuis 7 ans. Apparemment c'est le club qui lui a envoyé cet avion. Bien sûr c'est le club. C'est Cardiff. Propriétaire de Cardiff. Non mais c'est scandaleux. Une débilité. Enfin réellement c'est. Et le mec il a fait un message Facebook ou un message Absolument, WhatsApp à son père ou à sa famille en disant si vous n'avez pas de nouvelles de moi. Et au capitaine de Nantes et à Palois. Palois, qui est le capitaine du FC Nantes, qui était donc le capitaine du club qui l'a quitté, lui a envoyé un message en lui disant si vous avez pas de nouvelles dans l'heure, ne me cherchez pas, c'est qu'on va s'écraser. En tout cas, voilà, paix à son âme, et courage à la famille et courage à tous ceux qui l'ont supporté, et à tous les amoureux. Terrible. Ouais. Bon. La petite histoire, enfin, je vais pas me bloguer là-dessus. C'est quelqu'un qui venait de la Pampa argentine et qui allait enfin. Il allait enfin, oui, absolument. Son premier vrai contrat, le pauvre. Il avait bien marché à Nantes, hein, déjà. Ouais, mais il était très mal payé. Oui, bah oui. Très mal payé. Il était à Nantes en même temps. Il était à Nantes. Voilà. Il va démarquer, enfin, je vais pas m'y bloguer là-dessus. Bon, est-ce que notre ami Yasser Louati est prêt? Oui, bien sûr. Il est prêt. Alors, on va y aller, messieurs, dames. C'est donc parti pour la vie tranchée. On est jamais prêt, mais on se lance. Comme à chaque fois. On verra après. À chaque fois, ils sont attendus, ces avis tranchés de notre ami Yasser Louati. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon cher Yasser, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler des instances religieuses ou de la communauté religieuse. Bah, fallait bien suivre la logique. La dernière fois, c'était concernant les imams. Patrons des mosquées. C'est ça, les patrons de mosquées. Enfin, j'en parlerai plus en détail, mais la semaine précédente, c'est-à-dire de 2-3 semaines, je vais parler bien sûr des imams et ceux qui usurpent la fonction pour justement se mettre au service de ceux qui dominent les musulmans et les enferment dans une posture victimaire. Bah, sauf que il n'y a pas que les imams ou ceux qui usurpent la fonction, mais aussi les organisations. D'où la chronique d'aujourd'hui qui s'appelle Organisation religieuse et communauté musulmane, chronique d'une arnaque permanente. C'est parti. Ma dernière chronique avait porté sur la personnalité religieuse lorsqu'elle se range du côté des puissants contre les faibles. Et prenant le rôle de l'imam qui la symbolise, j'avais essayé de mettre en lumière le rôle de certains qui s'accaparent la fonction sans rendre de compte à celles et ceux qui la lui confient. Toujours dans l'optique de mettre en lumière les failles qui empêchent l'émergence de leaders hommes et femmes courageux, dévoués et légitimes, de communautés musulmanes solidaires, organisées et capables de non seulement combattre efficacement l'islamophobie, mais aussi de sortir de la posture victimaire dans laquelle on les enferme, et capables tout autant d'apporter leur contribution à une République française qui ne tient pas ses promesses, qui est en panne d'idées. Je me suis donc intéressé aux institutions religieuses. Depuis les années 2000, on a vu une multitude de projets de grandes mosquées et le remplacement des salles de prière insalubres par des mosquées en bonne et due forme. Enfin, pas toujours, mais souvent.
Des bâtiments sont sortis de terre, des murs ont été érigés et de nouvelles têtes sont apparues pour mener ces projets. Près d'une vingtaine d'années plus tard, on se rend compte que ces têtes sont toujours les mêmes et que les organisations érigées participent elles-mêmes malheureusement à la domination de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Pourtant, on ne cesse d'entendre les appels à l'unité. Mais tant qu'on confondra unité et hégémonie, on continuera de voir des masses musulmanes dominées par ceux-là même qui prétendent les représenter. Je le rappelle encore une fois, les communautés musulmanes étant des communautés de foi, le lieu où s'exprime cette foi est d'abord le lieu de culte. Et pour gérer ce lieu de culte, il y a toujours une organisation composée d'hommes et de femmes. Enfin non, pardon. Des organisations composées d'hommes et quasiment jamais de femmes. Mais que faire lorsque le centre spirituel de la communauté n'est pas au service des fidèles, mais au service d'intérêts personnels ou, pire encore, lorsque ce centre spirituel devient un centre où l'on tente de pacifier les fidèles à coups de prêche et d'envolées lyriques pour qu'ils acceptent la domination, l'injustice et pour qu'ils s'en accommodent. N'est-ce d'ailleurs pas une calamité de voir un tel accommodement avec l'injustice que bien des lieux de culte, organisations et personnalités religieuses sont en première ligne pour démolir la lutte contre l'islamophobie ou pour torpiller le travail des associations qu'ils ne contrôlent pas. Il faut se rappeler que toutes ces organisations tirent leur pouvoir des fidèles, mais combien d'entre elles sont réellement à leur service? Pour le savoir, demandez aux fidèles dans chaque lieu de culte s'ils sont consultés lorsque des décisions sont prises en leur nom, si on leur rendait compte sur les finances, si la transparence est de mise, si les bureaux de ces associations sont réellement représentatifs de la diversité des fidèles, aussi bien dans leurs opinions, leur genre, leur classe ou leur origine. Demandez-leur s'ils ont eu un quelconque contrôle sur ces organisations et s'ils sont capables d'affirmer que l'association apporte une contribution positive aussi bien à leur vie qu'à celle de la collectivité. Si la réponse est non, alors ces organisations sont une arnaque organisée au nom de la religion. On ne peut pas concevoir qu'une organisation prétendant servir une communauté soit d'abord au service d'une poignée d'hommes et de leur cour, ou bien au service d'un État ou de ses agents. Ce mode de fonctionnement qu'on maintient à coup de culpabilisation des masses, d'omerta, de chantage émotionnel, de solidarité mal placée et de dévoiement des textes sacrés rend impossible toute émancipation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans qui gravitent autour de ces lieux de culte. On en est témoin depuis plusieurs années avec le phénomène des personnes qui quittent les mosquées et ne veulent plus y mettre les pieds. Non pas à cause d'un rejet de l'islam, mais par rejet de ceux qui l'ont pris en otage, par rejet de ceux qui ont fait des lieux de culte un centre de pouvoir personnel, et par rejet de ceux qui regardent et se rendent complices par leur silence. Alors bien sûr, aujourd'hui la gestion des lieux de culte basée sur le modèle d'un chef autocrate et de sa cour est peu à peu usée et remplacée par un modèle un peu plus sophistiqué. On lance donc un projet, on le vend aux masses musulmanes comme projet pour la communauté, puis une fois le projet financé, il devient une entreprise tenue par les seuls porteurs du projet. Et en retour, les mêmes musulmans et musulmanes qui ont financé ce projet se retrouvent clients de cette entreprise, au lieu d'en être les premiers bénéficiaires. Chapeau les artistes, vous avez trouvé la bonne arnaque pour ne pas avoir à rembourser la banque ou bien de rendre de compte à des investisseurs. Ce n'est donc pas la religion qui est une escroquerie, mais les escrocs qui sont devenus religieux. Au-delà de cette confiscation du pouvoir des fidèles, comment expliquer que les organisations religieuses ne travaillent que très rarement, si ce n'est jamais ensemble? J'en ai été témoin et j'étais en première ligne pendant l'état d'urgence et le pic des représailles contre les musulmans sous forme de perquisition et de mise à sac des lieux de culte par la police ou la gendarmerie. Aucun imam ou association parmi ceux qui ont été ciblés n'a pu compter sur la solidarité d'un autre. Pouvons-nous être surpris? Absolument pas. Ces organisations religieuses étant elles-mêmes gérées par des patrons aux ambitions strictement personnelles se retrouvent donc naturellement rivales entre elles. Il ne peut y avoir de solidarité ou d'action collective avec des organisations gérées comme des entités capitalistes constituées pour servir des intérêts privés. Quand je dis patron, je n'exagère en rien. Comment appeler quelqu'un qui collecte des fonds auprès des fidèles au nom de Dieu et de la communauté, puis enregistre une SCI en son nom propre pour faire de la mosquée un bien personnel? Comment appeler un homme qui prend le pouvoir à la tête d'une association et y reste grâce à des élections truquées ou, comme c'est souvent le cas, sans qu'il n'y ait jamais d'élections transparentes? Cerise sur le gâteau, après avoir vendu un projet de mosquée pour tout le monde, il se rend au consulat de son pays d'origine pour que la mosquée y soit affiliée, ou encore pour faire de la mosquée un centre de pouvoir au service de sa confrérie, des frères musulmans, des salafis ou des tablirs. Quant aux fidèles qui espéraient un sanctuaire pour eux-mêmes et leurs enfants, ils pourront toujours aller voir ailleurs.
À titre personnel, je remarque depuis le milieu des années 90, non pas une évolution vers le meilleur, mais une sophistication du pire. Le marché de l'organisation de l'islam de France étant en pleine ébullition depuis la chute de Tariq Ramadan, chacun y va de sa promesse pour représenter ceux qu'on appelle les musulmans, en jurant ô combien il est dévoué à la cause et ô combien il est désintéressé. Mon œil. Il faut être politiquement immature pour croire qu'une révolution aura lieu et que ces arnaques prendront fin grâce au projet d'un seul individu et sa cour qui ne rendent compte à personne. La centralisation est toujours un aveu de soif de pouvoir et le spectacle des entrepreneurs de l'islam de France n'annonce pas l'émancipation des masses musulmanes, mais la préservation de leur exploitation, leur domination et, pour citer un ami, remplacer le paternalisme blanc par le paternalisme basané. Pas étonnant donc que face à un tel spectacle, l'État se permet encore de choisir ses serviteurs parmi ceux qui veulent représenter les musulmans, au lieu que ces derniers imposent leurs propres représentants qui restent sous leur contrôle. Maintenant, quelle serait donc la solution ? Tout comme les gens en général sont indisposés naturellement à accepter l'injustice, l'humiliation ou de voir leur intelligence insultée, il serait peut-être salutaire pour que les fidèles se révoltent et prennent le contrôle de leurs lieux de culte, de leurs associations et qu'ils fassent sauter les verrous qui empêchent toute émancipation. Ces lieux et ces organisations, lorsqu'elles parlent en votre nom et se financent auprès de vous, vous appartiennent et à personne d'autre. Si ces organisations et les personnes qui les composent ne vous rendent pas de compte, vous pouvez donc être sûr qu'elles en rendront à quelqu'un d'autre. Demandez-vous si ce quelqu'un d'autre a votre intérêt en tête ou pas. Merci Yasser Louati pour cet avis tranché qui ne manquera pas de vous faire réagir bien sûr. Vous nous appelez pour ce faire au 01 40 33 9000. Je vais prendre l'avis de Razik. Écoutez attentivement. Très attentivement, ça me parle. Je voyais des personnes en fait. Plus tu lisais, plus tu déroulais ton argumentaire, plus je voyais des personnes, plus ça me faisait Tu reconnaissais penser... les gens. Ouais, je reconnaissais les gens absolument, ouais, on va pas se mentir. Ça fait 20 ans que je bourlingue dans le petit milieu associativo, politico, je sais pas quel mot, communautaire, ouais, donc ça, je connais un petit peu toutes les failles, malheureusement. Ça me parle, ça fait que de me parler, ça. C'est un constat amer, comme c'est un constat amer, mais c'est un constat qu'on a déjà fait quelque part. Ça veut dire que le mur, on le voit arriver, on l'a vu arriver, et on savait, en fait, je pense que Yasser comme moi, on a été, je mets des parenthèses, pas pour nous grandir, mais on a été quelque part des visionnaires. Dans le sens où on savait absolument où ces leaders allaient nous amener. On avait vu la fin du film avant le début du film. Et on n'a pas voulu monter dans le train. Pourtant, il n'y avait pas de contrôle au faciès. Non, il n'y avait pas de contrôle au faciès, mais il y avait une volonté aussi de pas s'acoquiner avec tout et n'importe quoi. Ouais. Parce que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. Et que dans ce petit monde associatif, politique, communautaire, il y a des personnes qui sont plus là pour accélérer leur carrière que pour défendre des causes ou pour défendre une communauté. C'est une réalité, et c'est une réalité que beaucoup connaissent malheureusement. Je vais pas nommer de nom parce que des enquêtes sont en cours et des enquêtes vont avoir lieu, mais que certains leaders se tiennent prêts à répondre de leurs agissements très concrètement, ouais. Oui, Razik, je t'en prie. Ouais, mais j'ai fini. Philippe. Dur de prendre la parole derrière ça, parce que comme vous savez, je suis un militant politique. Moi, je suis très attaché à la loi de 1905, qui est celle de la séparation des églises et de l'État. Et effectivement, Razik vient de dire quelque chose qu'on voit tous dans de nombreux lieux, le clientélisme, le fait de se mettre bien avec certains. Moi, je crois, et tu Yasser, c'est extraordinaire ce que tu as dit. Effectivement, c'est aux musulmans de se prendre en main, de décider pour eux, parce que il y a eu quand même des implications au gouvernement. Certains ministres ou présidents, enfin ministre qui est devenu président, je parle de Nicolas Sarkozy, qui a voulu absolument chapeauter cette histoire. Enfin, ça n'existe pas autre part dans le monde. Il était ministre des cultes carrément. Et moi, cette séparation, elle est importante. On peut pas choisir à la place des musulmans et des musulmanes. Moi, je dis ça vraiment en toute décontraction, parce que on a assisté ces derniers temps à un débat, en plus qui peut être favorisé par ce que sur lequel tu mets le doigt et tu jettes vraiment un gros pavé dans la mare. Aujourd'hui, sans vouloir faire, parce que je suis taxé de communautariste et j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. Les musulmans aujourd'hui sont les boucs émissaires et sont les juifs des années 30. Voilà. Et on assiste à une très grosse dérive, d'un côté comme de l'autre,
qui peut vraiment entacher des femmes et des hommes qui vivent en totale harmonie avec la République de notre pays, qui sont, j'aime pas ce mot-là, intégrés dans la société, mais qui font partie, c'est une composante intégrale de notre société. Ces débats et ces dérives qu'on connaît dans tout le monde associatif, hein, c'est pas uniquement celui-ci, mais il fait partie de la vie tranchée, ne peuvent que renforcer certains et du coup exclure des gens qui n'ont aucun problème. Moi, je vois par exemple suite, comme tu dis tout à l'heure, à cette dérive autoritaire, des hommes qui n'avaient aucun souci, qu'on leur a refusé à nouveau leur badge pour pouvoir travailler à l'aéroport parce que un de leurs cousins avait eu quelque chose de délictuel, et donc tu ghettoises, tu enfermes, et qu'est-ce qu'ils ont comme autre alternative? Effectivement, un endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité, et de là, certains sont prêchent plutôt pour leur paroisse interne, uniquement pour eux, comme tu parles de SCI, c'est complètement scandaleux, et mais donc complètement véridique. Mais complètement, non, mais c'est quoi, ça me fait penser au parallèle. Alors vraiment je saute du coq à l'âne et je m'excuse, je veux pas faire de hors sujet. J'ai discuté avec un type récemment qui me dit oui, bah les musulmans machin, regarde ils sortent de prison, ils sont radicalisés. J'ai dit bon, du coup alors la prison ne sert à rien. Enfin c'est pas efficace. Le mec il rentre pour droit commun, il ressort et c'est une bombe à retardement. Et en fin de compte, quand tu parques les gens dans un endroit, qu'est-ce qu'ils ont comme repère? Bah que les gens qui leur disent moi je te veux du bien, je te comprends, on parle le même langage, on a la même culture, on a les mêmes ambitions. Et moi j'ai entendu dans certains endroits que certains ne commençaient leur prêche que s'il y avait telle somme d'aumône ou oui, réellement. Mais ça me surprend pas, moi. Et voilà, de temps qu'on n'a pas tant, on commence pas. Et effectivement, c'est aux musulmans et aux musulmanes, à mes frères et mes sœurs musulmans, de s'organiser, de s'organiser. Et quand je le dis, si on les laisse s'organiser. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est qu'on a de pour ça que la révolte est et nécessaire. qu'on a une volonté à chaque Alors, fois de est-ce qu'on peut récupérer le bébé. est-ce qu'on peut faire une place à Karim qui nous attend depuis Orléans, qui a dû écouter attentivement lui aussi à la radio 01 40 33 9000. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir Christophe, comment tu vas? Bah écoute, il va bien Karim. D'accord, impeccable. Bah, écoute, super. Je tiens à te remercier par rapport au sujet traité. Et je tiens également à saluer l'intervention plutôt la vie tranchée de ton invité Yasser, qui est extrêmement, bien placé. Ça se voit qu'il a travaillé le sujet. Ça d'une part. Effectivement, je voudrais réagir parce que on a besoin, ne serait-ce que des élections représentatives. Quand tu vas à la mosquée pour prier une prière, ou tu vas la prière du vendredi, etc. Tu rentres, tu pries, tu sors. Bon, c'est entre toi et Dieu. Mais pour que ça change, il faut déjà qu'on puisse avoir le droit de s'exprimer. À aucun moment, moi, quand je vais à la mosquée, j'ai le micro. Je veux dire, il y a pas d'échange. C'est dans un sens, mais pas dans un autre. Donc déjà, il faudrait peut-être commencer par ça, qu'on puisse avoir le droit de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'on a dans la tête, parce qu'on peut avoir des choses à dire qui sont erronées, ou mal dites, ou mal placées, ou mal pensées, mais au moins déjà qu'on puisse avoir le droit de s'exprimer. Que les fidèles puissent prendre la parole, quoi, c'est ça. Bien évidemment, comment tu veux changer les choses? C'est déjà, on n'a même pas le droit de s'exprimer, de dire voilà, nous aussi on a le droit de voir les choses autrement, de voir des élections démocratiques et puis représentatives surtout, qu'on n'a pas toujours la même tête. C'est pas quelque chose de normal. Enfin voilà. Et après, je pense, au fur et à mesure, on peut changer la chose vers le meilleur. Voilà. Merci Karim. Je vais rajouter par rapport à Yasser qui a déjà très bien résumé la chose. Exactement. Vous pouvez le revoir d'ailleurs en vidéo sur la page Facebook, sur la sienne, sur la nôtre, le Grand Forum, Christophe le Grand Forum, et bientôt sur la chaîne YouTube de notre ami Yasser. Voilà. Merci beaucoup Karim depuis Orléans. On voit que c'est un sujet qui tient à cœur Yasser quand même, hein, de dénoncer un petit peu toute cette organisation, cette pseudo-organisation, ou cette prise d'otage. Est-ce qu'on peut parler de prise d'otage Est-ce qu'on peut parler d'une prise d'otage de la communauté par certains? En fait, il y a une combinaison de facteurs. Il y a bien entendu une prise d'otage parce qu'on voit bien que les projets viennent toujours du haut vers le bas. C'est rarement la masse qui porte un projet, qui le fait mûrir et le fait évoluer. Et donc dans ce cas-là, naturellement, des représentants sont naturellement sélectionnés, etc. Ouais. Donc il y a ce problème-là, mais il y a aussi le problème de l'apathie et de la résignation, la démission collective. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus, comment dire ça, regarder ailleurs
Et le jour où on a besoin de ce lieu de culte, on s'étonne qu'il soit pas là pour faire preuve de solidarité ou de soutien. Et là, quand tu disais à l'instant, quand tu parlais un petit peu des fidèles, sincèrement, la révolte, elle est complètement justifiée me concernant. Encore une fois, je me suis toujours interdit de parler de religion et de questions cultuelles pour les raisons qu'on connaît. Pour moi, la question de l'islamophobie et des droits humains ne sont pas une question liée à l'islam ou aux musulmans. Ouais. Par contre, exactement, c'est une question de liberté publique. Par contre, lorsque les organisations religieuses, lorsque les représentants communautaires, associatifs, religieux, lorsque les mosquées elles-mêmes se mettent en travers du chemin qu'on prend pour parvenir à l'égalité, je les dénoncerai. Comme je dénonce le Front National, les groupes de pression sionistes, le Printemps républicain ou un autre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un apporte une contribution pour alimenter l'islamophobie, il doit être combattu. Peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, peu importe qui il est. Maintenant, l'appel est lancé aux personnes qui gèrent ces lieux-là, ou bien vous continuez à vous asseoir sur les communautés musulmanes, ou bien, et je l'espère sincèrement, ces communautés musulmanes, à partir de la base, feront leur révolution dans leur lieu de culte et prendront d'assaut ces institutions qui confisquent leurs paroles et maintiennent leur domination. Mohamed, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Mohamed? Bonsoir, je t'appelle de Lyon. De Lyon. Ah bah notre Lyonnais est parti là. Bon, alors Mohamed. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je voulais dire, Yasser, moi je te suis un petit peu depuis un petit moment et bravo pour ce que tu fais en tout cas. Pour nous, Français de confession musulmane, parce qu'au fait, il en faudrait à peine 9 de plus comme toi, et j'en suis sûr qu'on serait 10 fois plus fort que le CRIF et tout le reste. Je dis ça parce qu'au fait, tu parlais des représentants, de ce qui concerne les mosquées en général. Moi, je pense, ce n'est que mon avis, le jour où on arrêtera d'appeler les imams, c'est-à-dire les Algériens, donc imams algériens, pour les Marocains, etc., et Turcs, bon, on aura tout compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas des imams de France qui connaissent parfaitement notre mode de vie, parce que l'on soit algérien, marocain ou tunisien, on vit ici, on a un mode de vie. Je veux dire, voilà, il n'y a qu'à voir quand on va en Algérie ou au Maroc, on nous appelle les immigrés. Donc là, voilà, sans vouloir fuir nos origines, c'est pas ça que je veux dire. C'est que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faille absolument prendre des imams de France et s'organiser de manière correcte et dans le respect, évidemment, évidemment, on avancera. Et c'est pareil pour le reste. C'est-à-dire, en dehors de la religion, c'est-à-dire autant que citoyen, tant qu'on ne sera pas unis et organisés, et encore une fois, voilà, on ne sera pas respecté parce que déjà, on ne se respecte pas entre nous. Vous voyez, quand on voyait la mosquée à Marseille, j'avais écouté ça sur France Maghreb 2 il y a un petit moment, ils se sont battus, puis au final, ils n'ont rien eu. Donc voilà, les médias, ils observent ça. Comment voulez-vous qu'ils nous respectent derrière? Donc voilà, il faut qu'on se respecte entre nous. D'accord? Ça commence par ça. Et puis évidemment, les intérêts personnels, tant que l'intérêt commun ne passera pas avant l'intérêt personnel, on n'aura rien, parce qu'on n'a rien sans rien. Merci Mohamed de Lyon. Merci beaucoup Mohamed pour cette intervention. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais le temps est imparti. Un dernier point. Un dernier point rapide. Et pas des moindres, c'est que le point de départ de tout ça, même si ça se fait pas au sein des organisations des lieux de culte, que les groupes ou les communautés locales organisent des lieux d'espace sécurisés où les idées peuvent être débattues sans crainte d'être exclues ou excommuniées. Une fois qu'on aura une libre circulation des idées, on pourra dans ce cas-là avoir l'émergence de groupes qui sont solidaires entre eux parce qu'ils auront déjà appris à se parler. Mais tant qu'on aura des cases que chacun tient à remplir et des lieux qui sont compartimentalisés, dans ce cas-là on arrivera toujours à rien. Razik Metiche, Philippe Bouriachi et Yasser Louati sont avec nous dans un instant pour le zapping, les meilleurs de ce qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, ou peut-être ce qu'il fallait rater d'ailleurs. À tout de suite, séance de rattrapage. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec cette fine équipe. Quelle équipe les gars, on a une équipe de tueurs quand même aujourd'hui. Philippe Bouriachi qui est avec nous, notre écolo, qui a été bien comment dirais-je non, je cherchais le terme, tu sais, quand on... Bisuté. Voilà. Non, c'est un bisutage doux, c'est sympathique comme bisutage. Ça, je m'en sors bien. Bon, ça va. Parce que je les avais vus un petit peu à l'heure, les loustiques. Les deux loustiques, et je me suis dit, bon, là, je rentre vraiment dans la cour des grands, comment ça va se passer mon bisutage, et ça va. Ouais, tu aurais bien sorti. Ouais, Yasser Louati,
il n'est plus à présenter notre Yasser Louati et Razek Metich, bien sûr. Alors, notre zapping aujourd'hui, on va essayer d'y aller. Séquence émotion, Alain Juppé, ce matin, a fait ses adieux à la mairie de Bordeaux, car, comme vous le savez, il part au Conseil constitutionnel. Et Alain Juppé, au bord des larmes ce matin. Bon, au bord des larmes, qui s'est exprimé ce matin à Bordeaux, c'est une retraite de 9 ans tranquille, quoi. Hein. On y va, bonne plante, quoi. Sympa. Alain Juppé, écoutez, il a quand même de l'émotion dans la voix. Il a un petit peu chialé. Sur l'honneur qui m'est fait de pouvoir y siéger. Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Et qui m'a tant donné en retour. Dans mon dictionnaire amoureux, qui porte bien son nom, j'ai voulu faire partager les sentiments que j'éprouve pour ma ville, notre ville, ses hommes et ses femmes. Je garderai en moi sa marque indélébile. Alain Juppé au bord des larmes, notre Ali Juppé, messieurs, au bord de l'émotion. Pourquoi vous rigolez? Il n'y a rien de drôle là, il était ému. C'était émouvant, la petite précision. En plus, c'était le jour de la Saint-Valentin. En plus, il abandonne son grand amour au Bordeaux. Du mariage, du grand amour. Mais après, oui, pour avoir aussi, pour avoir séjourné pas mal de fois aussi du côté de Bordeaux, il est adoré de sa population, c'est une réalité. Et, le maire est le personnage préféré politique des Français. On a un lien avec son maire, qu'on l'aime, qu'on le déteste, on aime même le détester. On a un lien tous avec avec nos maires. Pas moi. Hein. Pas moi. Moi j'ai un lien très fort avec mon maire. On le mettra dehors d'ici un an. Il le sait, je pense, mais c'est un lien très très fort. Bon, pas du tout. Non. Je cherche pour changer de sujet, si je cherche un poste, j'y serais déjà. Je cherche pas de poste, je cherche juste le bien de ma ville. J'aimerais juste dire, moi j'ai oublié d'acheter les Kleenex ce matin, mais moi il m'a pas fait pleurer Alain Juppé. Alain Juppé a voulu faire travailler les gens très rare, et je rappellerai quand même qu'il a pris sa retraite de haut fonctionnaire à 55 ans. Donc il peut aller pleurer, mais sans moi. Là il va faire il y a 12 000 par mois. Je pleure aussi. Il y en a un autre qui pleure, enfin il pleure pas vraiment en fait. Il est accusé de plagiat, vous voyez ce que je veux dire? Lequel il y en a tellement. Dans quelle compétition, dans quelle discipline? Gad Elmaleh. Le plagiat. Gad Elmaleh. Et ben il est sorti de son silence dans une petite vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Écoutez Gad Elmaleh. C'est lui qui a écrit la vidéo ou je sais pas. Je sais pas, écoutez. Coucou mes amours, coucou mes emmerdes. Bonjour, bonsoir, en fonction du fuselage horaire, on va vous retrouver. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas donné de news. C'est quoi les bails? On s'adapte. Écoutez, je sors de ma tanière là aujourd'hui, je m'extirpe un peu du bois là, j'attrape la lucarne parce que j'ai entendu oui dire qui me oui disent rien qui va. On va les casser sur table. Le plagiat. Alors, s'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer qu'on l'a plagié, c'est chaud. Et il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, ma manière de réfléchir, de m'exercer, de me mouvoir. Alors j'entends bien sûr, oui, mais il a pris un mot par-ci, un mot par-là. C'est quoi cette phrase? Elle ressemble pas un peu à cette fin de la phrase. Oh, on marche en moonwalk, 25 ans de carrière à Oulat al-Haram. Hack les hargneux. Alors aujourd'hui, j'ai un message. Où que tu sois, et qui que tu sois, dans ton village, dans ta ville, dans ton école, si un jour, avec les réseaux sociaux, ton cœur il a saigné ou il a pleuré, sois fort. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Et la vie, c'est pas les réseaux sociaux. Il est zéneux. Quelque part, eux aussi, leur cœur il saigne. Alors ce soir, on va leur dire qu'ils aillent tous se faire bien cajoler. Voilà pour la réponse de Gad Elmaleh au plagiat dont il est accusé. Messieurs. Moi, je serais fier d'être plagié. S'il y a quelqu'un qui me plagie, je vous promets que je vous attaque pas en justice. Ouais. Bon, moi, c'est devenu un peu une pratique courante, on dirait, dans le monde des humoristes, des stand-uppers, etc., de plagier ce qui est fait directement des États-Unis. En fait, souvent, dans le monde du spectacle, ce qui marche aux États-Unis marche 2-3 ans après en France. Et là, aujourd'hui, on a des artistes en direct qui se prennent plus trop la tête et qui prennent Google Traduction, mettent un peu de piment, un peu de sauce au poivre, et puis montent sur scène. C'est pas le premier. Thomas Sisley aussi avait été accusé de plagiat
plagiat. Pareil de la part d'un humoriste américain. C'est pas la première, c'est pas la dernière. On dirait que c'est aussi dans l'air du temps. C'est l'ère des reprises. Bon. Oui, un dernier mot. Raccourci, encore une fois, c'est que et en plus, connaissant le cas Gad Elmaleh, Jerry Seinfeld, qui a quand même une sommité du stand-up aux États-Unis, lui avait dit prends ton temps. On perfectionne. Tu passes du français à l'anglais, c'est une nouvelle culture, c'est un nouveau pays pour toi. Prends ton temps. Eh ben non, Gad Elmaleh a voulu prendre un raccourci. Et j'ai même la vidéo sous les yeux là qui s'appelle #copie comique. Gad Elmaleh partie 1. On a Georges Carlin qui fait son sketch de 96 et Gad Elmaleh qui le reprend mot pour mot en 2018. C'est ça. Et après ils ont l'outrecuidance de dire que non. Enfin ouais, voilà. Incroyable. Est-ce que c'est Gad Elmaleh qui plagie ou est-ce que c'est ceux avec qui il travaille qui lui font prendre des raccourcis? C'est une équipe, hein. C'est lui qui est sur scène, hein. Non, mais moi, j'irai pas lire un texte qui est plagié sans savoir qu'il a été plagié. Enfin, j'ai pas, c'est un minimum de professionnalisme. Bon, messieurs, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rende la boutique, là. Non. Ferme la boutique, ça y est. Encore. Et ça y est, c'est fini, les gars. Qu'est-ce qu'on fait de nocturne? Merci, mon Yasser Louati, et à jeudi prochain. Tu seras bientôt, d'ailleurs, tu nous en parleras jeudi prochain de tes déplacements au mois de mars, là. J'ai envie que tu nous dises. Ouais, mars et avril, c'est une grosse tournée. Donc, grosse tournée, tu vas aller du côté de Marseille. Marseille, Lyon, et après, je traverserai l'Atlantique. Ah oui, ça c'est bien ça. Notre Azik, évidemment, tu restes avec nous là, tu pars plus pour l'instant, ça va? Si. Quoi, si? Non, c'est possible. Il va arrêter lui. Moi, dès que les températures baissent en dessous de 5 degrés, ça me taraude. Bon, donc, ça dépend de la météo. Bon, notre Philippe est là aussi. Merci à tous les trois en tout cas, superbe émission. Merci à toi Christophe. Merci les gars. Christophe. Oui. Est-ce que je peux dire à ma femme que je l'aime? Ah bah vas-y, fais-moi je t'aime mon cœur. Et c'est le plus beau cadeau que je peux t'offrir. Il a pas de prix celui-là. Cherche pas, il n'y en aura pas d'autre. Et bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Oui, et puis bonne Saint-Valentin à tous ceux qui sont célibataires. Parce qu'il y en a aussi. Et de plus en plus d'ailleurs. Bon courage à tous. Merci à tous. Merci de votre écoute, votre fidélité. Un peu plus chaque jour. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur YouTube. N'oubliez pas, sur la page France Maghreb 2, c'est le nom de la radio, qu'on ne s'y trompe pas. Et vous pouvez continuer évidemment de suivre sur les réseaux sociaux d'émission. Bonne soirée à tous. Demain, on sera là pour la dernière. Merci d'écouter France Maghreb 2 parce que c'est franchement là que ça se passe. On l'a compris. Il est 18h03. Et c'est Benoît Grossin pour l'actualité de ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Le journal Le Monde vient de publier une tribune signée par de très nombreux journalistes. 900 journalistes dénoncent le sexisme systémique qui ronge, selon eux, la profession et appellent les rédactions à prendre la mesure de la gravité du cyberharcèlement dont sont victimes les femmes salariées dans les médias dans le sillage de l'affaire de la Ligue du LOL, qui n'a rien, souligne-t-il, d'une exception, mais illustre la réalité d'une domination masculine fondée, selon eux, sur la cooptation et l'entre-soi au bénéfice quasiment exclusif d'une seule partie de la population, celle des hommes blancs et hétérosexuels. Fin de citation. Il est temps de revenir à une saine raison. Déclaration du chef de l'État lors de sa 7e rencontre aujourd'hui dans le cadre du grand débat national face à la crise des Gilets jaunes à 2 jours d'un possible 14e samedi consécutif de mobilisation. Emmanuel Macron s'est entretenu dans la commune de Gargilès-Dampierre dans l'Indre avec une trentaine de maires sur le thème du développement local et a profité d'une question d'un élu sur le tourisme pour parler des conséquences des manifestations depuis l'automne. On ne peut pas projeter l'image d'un pays où il y aurait de la violence partout. Ce n'est pas vrai, a-t-il martelé. Alain Juppé ne sera plus maire de Bordeaux au mois de mars. Dès son entrée au Conseil constitutionnel, l'ancien Premier ministre accepte de siéger parmi les sages et d'abandonner ses fonctions dans la capitale girondine. C'est un crève-cœur, a-t-il déclaré, très ému ce matin lors d'une conférence de presse. Alain Juppé a aussi expliqué son choix de travailler désormais dans un climat plus serein en décriant un climat politique aujourd'hui délétère. Le prédécesseur de Jacques Brunel au poste de sélectionneur du 15 de France, Guy Novès, devant le Conseil des prud'hommes de Toulouse, aujourd'hui après l'audience, a déclaré vivre très mal les critiques émises à son encontre et son licenciement par la FFR en 2017 pour faute grave qu'il conteste. Guy Novès réclame 2,9 millions d'euros à la Fédération française de rugby. La décision sera rendue le 8 avril. Et un Français de plus en quart de finale du tournoi de tennis de Rotterdam après Gaël Monfils. L'ancien numéro 1 des Bleus, Jo Wilfried Tsonga, après son titre remporté dimanche à Montpellier, vient de se qualifier aux dépens d'un modeste joueur néerlandais, Talon Griekspoor, 259e mondial. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.